Merci d'avoir réservé cette heure pour participer à ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer pour les adhérents de AICVF Île-de-France et peut-être plus large en fonction des invitations que Philippe a envoyées. Donc ce webinaire va être centré sur comment bien utiliser les réseaux sociaux pour développer son activité et plus particulièrement dans votre métier de la climatisation, euh, du chauffage et de tout ce qui tourne autour de ces domaines. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser à Philippe le soin de présenter qui est la ICVF, pour peu qu'il y en ait qui ne savent pas qui vous êtes. Mais enfin, vas-y Philippe, à toi la parole. Ok, merci Jean-Philippe. Bonjour à tous. Merci aussi de consacrer un peu de temps aux animations de l'AICVF. Donc l'AICVF, c'est une grande dame qui a un peu plus de 110 ans, ou même 110 ans cette année, 110 ans d'existence, avec à peu près 2000 adhérents en France. L'AICVF est organisée en groupes régionaux qui représentent 17, sur 17 régions. Qui a la chance d'être à la fois intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois aux étudiants, aux actifs et également pas mal d'experts sur la partie retraité. Et on embrasse la filière de son ensemble. On part de l'industriel en passant par l'ingénierie, des architectes, des entreprises de maintenance, des entreprises d'installation, des distributeurs. Voilà un petit peu, on est représentant de la filière CVC. Voilà. Et cette fois-ci, on a fait le choix d'avoir en fait une approche un peu transverse qui intéresse un petit peu tous les patrons de société, justement, puisque notamment avec une société sans être connecté avec le Corano et la difficulté d'aller rencontrer nos clients et nos prospects, comment arriver à créer du lien? C'est par aussi le biais des réseaux sociaux. Donc, on a voulu aujourd'hui, avec Jean-Philippe, vous amener ce savoir-faire, vous intéresser, vous sensibiliser à ce savoir-faire. Donc, voilà pour laquelle on a choisi en fait d'animer ce webinaire et que j'aurai le plaisir de faire avec Jean-Philippe pendant 45 minutes à peu près. Le but de mon intervention n'est pas de vous faire un cours magistral sur le digital marketing et les réseaux sociaux, c'est simplement d'attirer votre attention sur des changements de société qui ont commencé déjà il y a quelque temps, plus ou moins vite suivant les métiers, et notamment dans vos métiers liés à la construction, au bâtiment et à tout ce qui tourne autour. Eh bien, ce sont des métiers qui n'étaient pas précurseurs sur les usages du digital marketing, mais qui sont en train d'y venir, tout simplement parce que vous n'échappez pas, comme beaucoup de métiers, au digital. Et l'élément le plus flagrant aujourd'hui dans la branche de la construction, c'est l'arrivée du BIM. Alors, on n'en est qu'au début, mais en tous les cas, il y a une digitalisation qui va se faire rapidement maintenant dans vos domaines. Et le développement commercial de vos activités n'échappe pas à ce principe et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous sommes deux à faire la présentation, principalement moi pour le sujet de fond sur le digital marketing. Je suis Jean-Philippe Desranleau. J'ai un cabinet d'ingénierie et de conseil en profession libérale, www.efficacity.fr. J'interviens sur plusieurs domaines. Les trois principaux sur lesquels j'interviens, c'est formation sur LinkedIn et le digital marketing, d'une façon générale, formation sur l'organisation du travail, notamment pour la gestion commerciale avec Outlook, parce qu'Outlook n'est pas un outil de gestion commerciale, mais par contre, il remplit très bien cette fonction. Et puis, le troisième sujet sur lequel j'interviens et qui m'est le plus demandé aujourd'hui, c'est l'utilisation de son smartphone pour faire des vidéos de qualité professionnelle. Donc voilà pour mes spécialités. Philippe Herbulot, vous le connaissez, il est donc président de l'AICVF Île-de-France et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dans la prospection commerciale, la prospection classique telle qu'on la faisait il y a une vingtaine d'années, alors les choses n'ont pas changé du jour au lendemain, bien évidemment, ça s'est fait progressivement, mais quand on faisait de la prospection, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, on était dans une démarche où on prenait le téléphone pour tout simplement contacter un prospect qu'on avait supposé être un client potentiel. Donc au départ, il est suspect quand on ne connaît pas. Une fois qu'on l'a qualifié, il devient prospect. Puis une fois qu'il a consommé nos produits ou nos services, il devient client. Pour qu'on se mette d'accord sur la terminologie que j'utilise. Donc quand on contacte des entreprises, c'était pour pouvoir identifier des gens qui peuvent être consommateurs de nos services ou de nos produits.
Et donc, le classique, c'était de prendre le téléphone et de demander un rendez-vous et d'aller voir les gens. Aujourd'hui, tout a radicalement changé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir prendre un rendez-vous à quelqu'un, aujourd'hui, en moyenne, il faut 8 à 10 tentatives. Et sur ces 8 à 10 tentatives, sur le nombre de personnes que vous contactez, et j'ai fait l'expérience de télémarketing, puisque j'ai formé il y a quelque temps une équipe commerciale à faire de la téléprospection et des commerciaux déjà sacrément expérimentés. Hein. Et donc les chiffres que je vous donne, je peux vous assurer que je les ai vérifiés. Donc 2% des appels que l'on arrive à passer donnent des rendez-vous, c'est-à-dire peanuts. Ça veut dire qu'en fait, il faut en moyenne 6h25 de travail pour pouvoir prendre un rendez-vous. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que prendre un rendez-vous, ça ne sert à rien. Alors, soyons précis. Ce qui compte quand on a quelqu'un au téléphone, c'est de pouvoir identifier le projet potentiel auquel on peut répondre. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que l'on peut éventuellement avoir intérêt à prendre un rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez des exemples, mais personnellement, là, j'ai un confrère qui m'a recommandé auprès d'une grande entreprise du CAC 40 pour faire une prestation de service particulière qui représente un gros budget. Et je suis en relation à distance depuis 2 mois et demi avec ce prospect. On s'est réunis une dizaine de fois via Zoom, et je peux vous assurer qu'on a une qualité de relation, une confiance qui s'est établie, qui est de très très bon niveau. Et quand je vois le résultat que j'ai dans ce type d'affaires, je peux vous confirmer que la présence physique, le rendez-vous physique, n'est plus un élément déterminant dans le développement de son business. Autre chiffre intéressant, 60% des cycles de vente commencent avant même qu'un client potentiel s'adresse à un représentant de la marque. Et nous-mêmes, nous consommons comme ça. Donc, mettez-vous à la place de vos clients pour savoir comment ils vont faire pour trouver un produit ou un service auquel vous répondez. Dans bien des cas, ils vont avoir 2 réflexes ou 2 attitudes. La première va être de demander à leur réseau direct, à leur relation directe, est-ce que tu connaîtrais un prestataire de service ou un fournisseur de tel et tel équipement qui soit de qualité? Ça peut être la même chose pour la recherche d'un médecin, d'un dentiste ou de tout prestataire de service, hein, soyons bien précis. Le deuxième moyen, c'est tout simplement de s'informer via les réseaux sociaux. Et autre exemple, sur Facebook, pour ceux qui y sont, vous voyez probablement un certain nombre de groupes, notamment dans des groupes sur des territoires, généralement à l'échelle d'une ville. Eh bien, quand ces groupes sont bien animés, vous avez très fréquemment des gens qui posent des questions demandant est-ce que vous connaîtriez un plombier, est-ce que vous connaîtriez un frigoriste, est-ce que vous connaîtriez un médecin, est-ce que vous connaîtriez un acupuncteur, que sais-je encore. Vous avez très fréquemment des gens qui débarquent dans une ville, qui ne connaissent personne et qui cherchent tout simplement des prestataires de services. C'est le premier réflexe qu'ils ont, eh bien, c'est de passer par Facebook. Alors, les réponses sont très nombreuses et très diversifiées, mais sont très enrichissantes dans tous les cas. Donc, 60% des cycles de vente commencent avant même qu'un client potentiel s'adresse à un représentant de la marque. 89% des acheteurs en ligne utilisent les moteurs de recherche pour prendre une décision d'achat. Et le premier moteur de recherche par lequel on passe, bien évidemment, vous le connaissez tous, c'est Google. Et Google a 95% de part de marché. Ça veut dire que les autres moteurs de recherche, non pas qu'ils soient pas bien, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est d'être présent sur Google. Et c'est la raison pour laquelle les spécialistes de ce qu'on appelle le référencement sur les moteurs de recherche, donc l'optimisation de sa visibilité sur Internet, on se concentre sur Google parce que c'est l'élément majeur. Troisième point, 75% des internautes ne se rendent jamais jusqu'à la 2e page de résultats sur la recherche Google. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez être visible sur Google, si un de vos objectifs c'est d'être visible sur Google, c'est pas d'être visible en 2e page ou en 3e page, c'est d'être visible en 1re page. Donc, comment faire pour être visible en 1re page? Eh bien, tout simplement, il y a différentes techniques. Dans tous les cas, ça prend un certain temps et ça nécessite des investissements. Pas des investissements nécessairement très compliqués, très lourds, mais il faut y consacrer du temps. Alors, soit vous avez la possibilité de le faire vous-même, soit vous passez par un prestataire de service, que ce soit une agence de communication ou que ce soit éventuellement un indépendant, comme il en existe parmi mes confrères énormément, qui ont tous des qualités, et je vous recommande de pouvoir faire appel éventuellement à ces gens-là. En tous les cas, si c'est pas votre métier et si vous devez le faire, faites attention parce que le fait de devoir apprendre une technique qui n'est pas la vôtre,
la question se pose comme tout chef d'entreprise, est-ce que je m'approprie la compétence ou est-ce que je la délègue à un tiers? Donc ça, c'est une des premières questions qu'on peut se poser. Ensuite, il y a un changement de paradigme. Les commerciaux sont de plus en plus des consultants. Alors, ça n'est pas nouveau, ça fait déjà un certain temps que c'est comme ça, mais dans tous les métiers, la démarche commerciale frontale, vous permettrez cette expression à la Bernard Tapie qui consiste à mettre le pied dans la porte pour vendre des télévisions, parce que Bernard Tapie a commencé sa carrière comme commercial en tant que vendeur de télévision à La Courneuve, pour être précis. Eh bien, ce type de vente, ça ne marche plus. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que vos clients potentiels vous identifient par un moyen ou par un autre. Je vais revenir sur ces différents moyens. Et puis, une fois qu'ils vous ont identifié, qu'ils vous ont contacté, vous allez répondre à leurs questions. Vous n'allez pas chercher à leur vendre quelque chose, vous allez chercher, dans la bonne démarche aujourd'hui, à répondre à leurs préoccupations. Et c'est parce que, en répondant à leurs préoccupations, vous allez établir une confiance, que vous allez établir la confiance, que là, vous allez pouvoir commencer à vous positionner en tant que prestataire de services, fournisseur ou fournisseur d'équipement. Alors, j'insiste sur un point, c'est que 50% des ressources commerciales dans les entreprises, alors 50%, c'est pas 50% à la virgule près, c'est à peu près la moitié de ces ressources commerciales sont consacrées à la détection d'affaires. C'est même pas à la vente, c'est la détection d'affaires. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce qu'on peut faire avec le digital, avec les réseaux sociaux pour être visible? Et un des premiers moyens, c'est le bouche à oreille. Donc, je suis spécialiste du digital marketing, mais je peux vous confirmer que le moyen sur lequel il faut être le plus attentif, c'est le bouche à oreille. Mais le bouche à oreille, il peut être amplifié, favorisé, développé par votre présence sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est une forme de bouche à oreille. Donc, le premier investissement que l'on doit faire en tant qu'entreprise, c'est la qualité de ses services. Et c'est parce qu'on va avoir une qualité de service qui va être de bon niveau que nos clients vont nous recommander et que notre réputation de qualité va se faire. Si on a une mauvaise réputation parce que si on fait des mauvaises prestations de service, on a une mauvaise réputation et je peux vous assurer que remonter la pente, c'est très difficile. Donc, le premier objectif pour développer son business, c'est la satisfaction de ses clients. Je vais peut-être, Philippe, te passer la parole pour savoir s'il y a des questions depuis que je suis en train de faire mon exposé. Alors, il y a une question concernant Facebook, justement. Est-ce que par rapport à la problématique de l'ingénierie et l'ingénierie du CVC, est-ce que Facebook est réellement adapté à notre façon de faire du business? LinkedIn pourrait être mieux adapté selon… Alors, je vais effectivement revenir dessus. Mais je vais déjà répondre à cette question. Facebook est plutôt un réseau social pour ce qu'on appelle le B2C, la relation vers le client consommateur final. LinkedIn est plutôt le réseau social dédié au B2B. Mais il peut y avoir des exceptions. Alors, grosso modo, c'est 80% du B2B se fait via LinkedIn. Maintenant, on peut pas être partout, donc il faut mieux miser sur le réseau social, sur le moyen, quel qu'il soit, sur le moyen qui vous permettra d'atteindre le plus facilement la cible que vous voulez adresser. Donc, quand on est dans une démarche marketing, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui compte, c'est d'abord de définir ses objectifs et ensuite sa cible. Et enfin, une fois que vous êtes posé ces deux questions, vous allez définir comment est-ce que je peux atteindre mes objectifs et comment je peux adresser ma cible pour atteindre les objectifs. D'accord? Donc, si vous ne vous posez pas ces deux questions, quels sont mes objectifs, quelle est ma cible, eh bien, vous ne pouvez pas derrière mettre en place, échafauder des moyens marketing et commerciaux pour pouvoir correctement mettre au point une stratégie. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'en 2000, à peu près au début du e-commerce, un consommateur, quand il voulait acheter une voiture, il passait en moyenne 5 à 6 fois dans une concession automobile pour acheter sa voiture. Aujourd'hui, il passe 1,2 fois. C'est-à-dire que tout son processus d'achat, il l'a mûri via Internet et via son réseau. Il a essayé les voitures avec des amis, il a été se renseigner sur les différents modèles qu'il pouvait acheter, il a fait ce consommateur, la comparaison des différents modèles qu'il pouvait avoir, il a été voir les critiques qui sont faites par les journalistes sur la presse spécialisée. Bref, tout son processus d'achat, il l'a fait sans jamais rencontrer un commercial. Et quand il va dans la concession automobile, eh bien, la décision elle est déjà prise et il sait ce qu'il veut et il n'est plus que dans la dernière étape qui consiste à négocier le prix et à trouver
le fournisseur qui lui fera la meilleure offre. D'accord? Je suis pas dans la caricature, c'est comme ça que ça se passe. Et regardez bien comment vous-même vous consommez et vous vous apercevez qu'on est très nombreux à consommer de cette façon-là. C'est-à-dire que quand je recherche un produit, un des réflexes les plus fréquents que l'on a, c'est un coup de Google. On tape les mots-clés, on va aller chercher les produits qui nous intéressent et généralement, on se contente de la première page. Je vous rappelle, c'était ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez aussi, ce à quoi il faut faire aussi attention, c'est les comportements intergénérationnels. Cette photo est un peu une caricature, mais on voit fréquemment des groupes de jeunes qui sont les uns à côté des autres, ils sont tous en train de pianoter sur leur smartphone. Mais ça a un impact important parce que cette jeune génération qui est née avec Internet, eh bien aujourd'hui, elle commence à prendre les rênes des entreprises. Donc, ils sont de plus en plus décideurs et ils ont un processus qui n'est pas celui des anciens qui consistait à prendre le téléphone. Et j'en veux pour preuve ce graphique qui date de 2014, mais le principe est vraiment flagrant. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez les adultes qui vont consacrer 50% de leur communication via mail et via le téléphone. Chez les jeunes de 12 à 15 ans, ils ne consomment quasiment pas le mail et quasiment pas le téléphone. Par contre, ils consomment énormément les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Donc aujourd'hui, si vous voulez rentrer en relation avec des jeunes, vous aurez plus de facilité à le faire via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, que via le mail ou le téléphone. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas une exception et vous devez être nombreux à utiliser le SMS ou WhatsApp quand vous voulez prendre un rendez-vous avec quelqu'un. Aujourd'hui, on téléphone plus aux gens pour leur demander, pour leur proposer un rendez-vous. On échange par messagerie instantanée. Alors, quel réseau social utiliser pour se donner de la visibilité? Eh bien, encore une fois, c'est quel est mon objectif, quelle est ma cible, et en fonction de ma cible, eh bien, je vais choisir le réseau social qui est le plus approprié. Si on est, alors, je vais faire une palette qui va au-delà de vos métiers. Si on est dans les produits de la grande consommation, la restauration, le prêt-à-porter, le commerce de proximité, le réseau social, le premier qu'on va utiliser, c'est le réseau social local. C'est-à-dire qu'on va faire encore une fois attention à ce que ces clients soient satisfaits et ce sont eux qui seront vos meilleurs ambassadeurs. Quand on est dans des métiers de l'artisanat, du bâtiment, la construction, le bouche à oreille, pour les artisans, en tous les cas, a une très grande importance. Donc, il faut soigner sa relation avec les gens, être aussi bon prestataire de service et avoir le sourire, quels que soient les problèmes et les défis auxquels les chefs d'entreprise ont à répondre. Et enfin, une fois que vous avez une satisfaction client certaine, eh bien, il faut en profiter pour demander à vos clients de pouvoir aller faire un commentaire sur votre page Google My Business. Et Google My Business, c'est gratuit et encore beaucoup d'entreprises en France ne savent pas l'utiliser ou n'ont pas conscience qu'il faut l'utiliser. Alors, je vais vous montrer un cas appliqué. Ça sera plus simple. Alors, je vais aller sur Internet. Toc, voilà. Et là, je vais faire une recherche. Est-ce que, Philippe, tu peux me donner, je cherche un prestataire dans vos domaines métiers, est-ce que tu peux me donner les mots-clés que je devrais taper si je cherche un prestataire? Alors, je vais faire installation climatisation. Oui, ou tu mets bureau d'études en thermique et fluide. Ça commence à être vachement précis, ça. Hein. Bureau d'études thermique. Je vais me contenter de thermique, d'accord? Pour pas être trop. Et puis comme je suis à Lyon, je ne veux pas faire du centralisme avec l'Île-de-France. Je fais une recherche là-dessus. Donc, ce qu'on trouve comme résultat, eh bien, on voit d'abord les entreprises qui ont alimenté, documenté leur page Google My Business au travers d'une image de Google Maps. Et quand on descend, en fait, on va voir quels sont ceux que l'on voit tout de suite. D'accord? Donc, la question que vous pouvez vous poser par rapport à votre métier, c'est de faire ce travail qui consiste à rechercher sur Google. Si on tape les mots-clés qui correspondent à ma spécialité, est-ce que je suis visible sur la première page? Première question. Première action. Première question, c'est quels sont ceux de mes concurrents est-ce que je suis visible et où est-ce que je suis visible? Donc, je vais voir dans la liste, hein, d'accord? Et puis, je regarde si je suis visible. Si je ne suis pas dans la première page, vous pouvez éventuellement aller dans la deuxième page, mais ce n'est pas la peine de perdre votre temps à aller au-delà de la deuxième page parce que quasiment personne ne va au-delà de la deuxième page. Et je vous rappelle que 90% des gens restent sur la première page. Donc là, je me contente de la première page. Et qu'est-ce que je vais faire, à votre avis?
ben, je vais d'abord aller voir ceux qui sont en tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des notes qui sont données, il y a des commentaires qui sont faits par les consommateurs, donc ça peut être intéressant. Je vais prendre le premier, hein, je vais pas être trop sélectif, enfin, je vais être simple dans ma sélection. Et là, je trouve l'adresse de cet établissement, éventuellement des photos, des avis. Alors, quand on voit 6 avis avec 5.0, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce ne sont pas des avis de complaisance? Et la question est pertinente. Et en fait, quand vous allez voir les avis, si par exemple ici, on va voir, voilà, Maryse Baudras, elle a donné un seul avis, elle a mis 5 étoiles, ben là, je vais lire, hein, compétences et sens du service, intervention de conseil dans le cadre d'un changement de chaudière et d'une négociation avec ma banque, efficace et rapide. Ça sent le commentaire de complaisance, d'accord? Par contre, celui qui en a déjà mis 15, ici, on peut supposer que c'est probablement un peu moins de la complaisance. Alors, quand on a une entreprise sur laquelle il n'y a que 6 avis, ben c'est trop peu pour qu'on puisse en tirer des conclusions, en fait, d'accord? Donc, on va lire, on va prendre, on va pas donner trop de considération à cette note. Par contre, je vais chercher une brasserie à Lyon, et Dieu sait si à Lyon, les brasseries, c'est le cœur de leur business. Là, je vais prendre par exemple la brasserie Georges. La brasserie Georges. Il vaut vraiment le détour, hein, je vous le conseille. Je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de mon histoire avec la brasserie Georges. La brasserie Georges, 10 089 avis. Ça veut dire que là, il peut y avoir de la complaisance, mais la note globale de 4,3 sur 5, ben, ça reflète un très bon établissement. D'accord? Donc après, vous allez avoir vos critères de choix qui vont être le prix, la carte, que sais-je encore. En tous les cas, là, vous avez une influence. Maintenant, il y a un autre domaine métier, proche du vôtre, où les gens ne sont absolument pas présents. Je vais faire architecte. Alors, je vais prendre une ville un peu moins grande. Je vais prendre architecte, Nancy. Les préfectures quand même. Voilà. Et là, vous voyez, je trouve des architectes. Et quand je vais aller voir sur les architectes, ben, là, je vois l'adresse d'un architecte, mais il n'y a rien derrière. Là, Bourdon, pareil, il n'y a rien. Hervé Lacaille, il y a 4 notes et il a 3 sur 5. J'en prends un autre. Là, il y a 5 avis, 5 sur 5. 3A architecte, B2 architecte, Alma architecte. Alors, tout ça pour vous dire que, non pas que les architectes ne soient pas des gens de qualité, mais dans les métiers du bâtiment, et l'architecture en est la brillante démonstration, dans les métiers du bâtiment, de la construction, la notion de marketing digital, de visibilité sur la toile, ben c'est pas dans votre culture. Et en fait, il faut y aller parce que ceux qui ont la présence d'esprit d'y être, eh bien, ils vont avoir un temps d'avance sur les autres, ils seront nécessairement plus visibles, et comme ils seront plus visibles, ben, ça va être le cercle vertueux, ils resteront plus visibles, et ça sera difficile de les détrôner. Donc, il vaut mieux que ce soit vous qui preniez la première place que votre confrère est néanmoins concurrent. Ce que je viens de faire pour architecte Nancy, je peux très bien faire pour le dentiste, hein, pour vous dire à quel point ce genre de recherche se banalise maintenant. Hein. Donc là, je regarde dentiste, pareil, je passe sur chacun des dentistes et je vais voir, alors je vais en prendre un au hasard, c'est pas prémédité. Donc pareil, il a 11 notes et il a 5 partout, ça sent la complaisance. Alors, je voudrais essayer de trouver quelqu'un qui n'a pas que des bonnes notes en fait. Voilà. Non pas que je veux mettre en valeur, voilà. Donc là, il y a 42 avis, c'est déjà plus important. Il y a une note de 3,2. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va aller voir les avis d'un prestataire? Bon, on va commencer par aller voir avis les plus pertinents, avis les moins favorables. Et là, je vais analyser les premières courses se sont bien passées, la deuxième visite a été un cauchemar, il a montré son manque de professionnalisme, vraiment commentaire négatif. Et vous voyez, là, le problème, c'est que le prestataire, il faut qu'il réponde. Et l'erreur consiste à ne pas répondre. Et à partir du moment où le prestataire ne répond pas, eh bien, on peut se dire que s'il ne répond pas, c'est qu'il est pris la main dans l'incompétence, si je puis dire. D'accord? Donc, on regarde rapidement parce qu'il faut lire entre les lignes, hein, les commentaires. En tous les cas, ça a de l'influence d'une façon ou d'une autre. Et quand si jamais vous avez des commentaires négatifs sur votre page Google My Business, eh bien, il faut répondre. Parce que soit ce sont des commentaires qui sont pas bienveillants, soit ce sont des commentaires bienveillants, auquel cas il faut aussi répondre. En tous les cas, moi, je vous invite, si vous êtes artisan local, à vraiment être attentif à votre page Google My Business et à répondre aux commentaires qui sont faits par vos clients. Et accessoirement,
Si vous avez des clients qui sont satisfaits de vos services, eh bien vous auriez tort de ne pas leur demander d'aller donner leur avis sur votre page Google My Business en leur envoyant un mail et en leur donnant le lien qui va leur permettre facilement d'aller mettre un avis. Parce que si on ne leur tient pas le crayon, les clients ils n'iront pas mettre un avis. Et toutes les entreprises aujourd'hui, tous les commerces de proximité, enfin de nombreux commerces de proximité, si vous faites un petit peu attention, ils vous proposent ce genre d'action qui consiste, une fois que vous avez montré ou être témoin de votre satisfaction auprès de leur service ou de leur produit, eh bien, il ne manque pas généralement de vous demander ce serait sympa que vous alliez faire un petit commentaire sur ma page Google. Donc voilà le type de réaction de réflexe qu'il faut avoir. Je reviens sur la présentation PowerPoint. Philippe, est-ce que tu as une question? J'ai quelques questions qui sont générées là. Est-ce qu'il existe un réseau social spécialisé en B2B qui génère en fait des avis sur Google? Est-ce qu'il existe un réseau social en B2B qui génère des avis sur Google? Alors, le réseau social en B2B, c'est LinkedIn. Et LinkedIn, c'est pas Google et Google, c'est pas LinkedIn. Donc, ce sont deux choses différentes. C'est pour ça que je parle des artisans depuis tout à l'heure. Sous-entendu, si vous avez une activité qui est plutôt locale, avec un public de consommateurs qui sont les consommateurs grand public, les propriétaires de maisons, d'appartements, les agences immobilières, que sais-je encore, je pense qu'il vaut mieux soigner bien sa visibilité sur Google My Business. LinkedIn, c'est important d'y être parce qu'aujourd'hui, il faut y être, ne serait-ce que pour recruter, pour faire ce genre de choses. Mais LinkedIn ne va pas être un terrain de chasse. C'est plutôt Google My Business qui va être votre faire-valoir local. Et puis, si jamais vous habitez, par exemple, la commune de Chatou et qu'il y a un groupe social, alors je vais prendre Saint-Germain-en-Laye, que je connais un petit peu, il y a un groupe social de 10 000 personnes, je crois, sur Saint-Germain-en-Laye, des gens qui discutent de tout sur la vie de Saint-Germain. C'est en plus un groupe qui est bien animé. Bien, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un prestataire de service, tout de suite, il va poser la question sur ce groupe. Donc, si vous êtes spécialisé en climatisation et qu'il y a un consommateur qui dit est-ce que vous connaîtriez un spécialiste de la climatisation, est-ce que vous auriez un spécialiste à me recommander? Eh bien, il faut que les gens vous citent. Donc, si on ne vous connaît pas, si vous n'avez pas défendu votre image de marque, bien, les gens ne vous citeront pas. Donc, il faut vraiment avoir le réflexe d'entretenir sa visibilité sur Google et être attentif à ce qui se raconte dans votre éco-business géographique, encore une fois, si vous êtes artisan local. Si vous êtes une entreprise d'une certaine taille et que vous avez une couverture plutôt régionale, voire nationale, et a fortiori internationale, LinkedIn est incontournable. Il est incontournable, d'une part, pour identifier vos contacts cibles, et puis d'autre part, pour pouvoir donner de la visibilité à votre expertise, à votre compétence, à vos succès, à tes témoignages clients. Enfin, il y a différentes façons de le faire. En tous les cas, LinkedIn est vraiment le moyen incontournable. D'accord. Donc, oui, il y avait Alexandra qui posait aussi une question sur peut-on trouver des entreprises qui ont des avis de leurs clients, qui sont eux-mêmes des pros et qui s'expriment sur Google. En fait, tu es en train de nous dire que quelque part, c'est plutôt sur LinkedIn qu'on va retrouver ces clients en fait, oui. Par rapport à des likes, par rapport à des réactions sur des posts, que réellement sur Google. Mais tu nous incites quand même à aller vers Google My Business. Pour nous, ingénierie ou entreprise. Alors, encore une fois, pour les artisans, pour tout ce qui est artisan, d'autant qu'en plus, dans les métiers de l'artisanat du BTP, le bouche à oreille, c'est dans vos gènes, c'est dans votre culture. C'est-à-dire que un électricien travaille avec un plombier, qui travaille avec un maçon, qui travaille avec un plâtrier, qui travaille avec un couvreur, qui travaille avec un menuisier. Enfin, tout ça, je ne vais pas vous l'expliquer, vous le connaissez mieux que moi. Tous ces corps de métier du bâtiment travaillent les uns avec les autres, se recommandent les uns les autres. Donc, vous avez, ça, c'est évident qu'il faut l'entretenir. Google ne va pas le remplacer, mais Google va amplifier le signal. Si vous avez des clients satisfaits, s'ils ne le mettent pas sur Google, il y aura qu'un très petit nombre de personnes qui vont le savoir. Si ces gens partagent sur Google le fait qu'ils sont satisfaits de vos services, là, vous allez avoir une visibilité, vous allez passer de la taille du moineau à la taille du vautour. Vous n'êtes pas carnassier pour autant, mais je veux dire, vous allez prendre de l'envergure, c'est ce que je voulais dire dans mon propos. Donc, encore une fois, c'est quels sont mes objectifs, quelle est ma cible, quel est le moyen qui va me permettre d'atteindre ma cible et de réaliser mes objectifs.
Et on avait une dernière question là pour le moment, après je vais te laisser reprendre, c'est par rapport au référencement donc, lié au site Internet, est-ce que quelque part il est plus intéressant de payer Google pour être parmi les 3 premiers, ou alors est-ce que c'est un travail quotidien ou une culture de son réseau, justement de ses réseaux sociaux à travers Google My Business, à travers LinkedIn ou autre par rapport à notre métier d'ingénierie? Alors, très bonne question. Il y a deux façons d'être visible sur Google. Soit je paye de la pub, et ça peut coûter cher, et c'est pas parce que vous allez vous contenter de payer, enfin, c'est pas parce que vous allez payer de la pub que vous allez être visible. Faut-il encore bien gérer sa façon de faire de la pub sur Google, et ça, c'est un métier, et c'est pas ma spécialité. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, eh bien, je saurais vous donner quelques adresses de confrères dont c'est la spécialité. En tous les cas, c'est un métier, et ça n'est pas si évident que ça. Et le deuxième moyen, c'est celui que j'ai utilisé personnellement, c'est de développer, d'avoir un blog associé à mon site internet sur lequel je vais publier des articles en relation avec mes domaines d'expertise. C'est-à-dire, je vais créer un article sur comment utiliser son smartphone pour faire une bonne prise de vue, que sais-je encore. Et en fait, mes articles, s'ils sont intéressants, eh bien, ils vont être lus. Et les gens qui vont les lire vont les partager sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Et en partageant mes articles, eh bien, ils vont contribuer à devenir mes ambassadeurs et à me donner de la visibilité. Et cette visibilité, Google va analyser, alors ça met un certain temps, hein, je ne vous cache pas, et ça prend du temps d'écrire des articles, mais Google va analyser ce qui se passe sur mon site, et il va juger que parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont lu, parce qu'il y a pas mal de gens qui font des commentaires, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont partagé mes articles, eh bien, il va me faire monter dans ce qu'on appelle le ranking, c'est-à-dire le classement de Google. C'est-à-dire que je vais monter dans le classement. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que le cœur du métier, le cœur de la valeur ajoutée de Google, c'est le ranking. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche, c'est de répondre à votre demande en classant les informations de la plus pertinente à la moins pertinente. Et des résultats, il les trouve en quelques microsecondes et il en affiche des milliers. Donc, pour pouvoir arriver en tête de liste par rapport à un critère, moi, si vous tapez spécialiste de la tarte aux pommes, j'adore les tartes aux pommes, j'aime bien faire des tartes aux pommes, mais je ne suis pas visible sur Internet, d'une part parce que je ne publie rien sur les tartes aux pommes, et puis ça ne m'intéresse pas d'être visible. D'accord ? Par contre, si vous tapez formation Outlook, il est probable que je sois en première page. Parce que j'ai écrit beaucoup d'articles sur mon blog qui parlent d'Outlook, parce que mes articles ont été énormément partagés, parce que ma communauté me donne de la visibilité. Mais je prends du temps, j'investis en temps pour parler de mon métier, de mon expertise et la faire valoir. C'est ce à quoi sert un blog. Et s'il y a un moyen dans cette alternative, je paye Google ou Facebook pour faire de la pub ou LinkedIn pour faire de la pub parce que ma cible elle est sur l'un de ces moyens-là, Google, Facebook ou LinkedIn, ou je fais un blog et je prends le temps d'écrire des articles. Dans les deux cas, il y a un investissement. Dans le premier, il faut cracher au bassinet, il faut payer ses prestataires et faites-vous accompagner. Très sincèrement, ne le faites pas tout seul. Et puis le deuxième, c'est de créer un blog et d'écrire des articles sur un blog. Mais là, ça prend du temps. Boom, voilà. Donc, je reviens. Réseaux sociaux, to go or not to go. Donc, quel est le réseau social que je vais utiliser? Alors, il y en a dont je ne parle pas, c'est Instagram, parce qu'Instagram, ce n'est pas fait pour nos métiers. D'accord? Maintenant, vous pouvez l'utiliser à titre personnel, mais Instagram, de mon point de vue, n'est pas un réseau social. Alors, il y a toujours des gens qui me démontreront le contraire, parce qu'il y a toujours des cas d'espèce, mais d'une façon générale, les réseaux sociaux majeurs dans nos activités, dans vos activités, Google, Facebook et LinkedIn. Après, c'est où se trouve votre cible. Donc, voilà où se trouve votre cible, il faut pouvoir le définir. Et enfin, il faut pouvoir sortir du lot. C'est comment je fais pour être remarqué, sous-entendu, comment je fais pour être en première page. Et là, je voulais expliquer en répondant à la question. Soit je publie des articles ou des vidéos. Je ne vais pas parler des vidéos, mais la vidéo est un moyen très efficace pour se rendre visible. Mais que ce soit les articles ou la vidéo, c'est pas parce que c'est facile d'écrire et que c'est facile de faire des vidéos que toutes les vidéos et tout ce qu'on écrit est intéressant. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on sait écrire qu'on devient Victor Hugo, en clair. Et c'est pareil pour la vidéo. Donc, Google, je vous l'ai expliqué, c'est les 95% de visibilité. Alors, on avait vu Google My Business. Encore une fois, je suis frustré de ne pas pouvoir vous envoyer mes questions et mon sondage, mais si vous n'avez pas encore de page Google My Business, il y a urgence, faites en sorte d'être visible. Et je peux vous assurer que vous avez beaucoup de lycéens, d'étudiants qui peuvent vous aider dans vos cercles personnels pour mettre en place votre page Google My Business, sachant que
attention, les étudiants et les lycéens, ils sont pleins de bonne volonté et toujours très enthousiastes pour beaucoup de choses, mais ils n'ont pas la rigueur du professionnalisme. Non pas qu'ils ne soient pas intéressants, mais ils n'ont pas la rigueur des gens qui ont de l'expérience et qui connaissent leur domaine métier, mais ça, c'est vrai dans tous les métiers. Le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, quand on fait une recherche, on va sur Google Maps. Ça, c'est un grand classique du genre. Moi, quand on recherche quelque chose, c'est généralement par rapport à une localisation. Hein. Je vais à Angers, je veux trouver un hôtel à Angers, ben, je vais taper sur Google Maps hôtel à Angers. Puis je vais voir la carte et je vais voir où ce sont ceux qui m'intéressent. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, les pages jaunes, c'est quasiment fichu, quoi. On n'a plus de visibilité avec les pages jaunes, et en plus, accessoirement, les résultats, je les trouve archi nuls, personnellement. Quand on fait une recherche sur page jaune, je dois en faire une tous les ans pour aller voir un peu comment ça marche, mais à chaque fois, c'est une catastrophe au niveau des résultats que j'obtiens. En ce qui concerne Facebook, la façon d'être présent, vous parlez de la publicité tout à l'heure, vous pouvez créer une page entreprise, c'est gratuit. Vous pouvez créer un groupe, animer un groupe ou intervenir dans un groupe, mais vous avez probablement remarqué qu'il y a pas mal de groupes où les gens vous mettent comme ligne directrice, pas de publicité, pas d'attitude commerciale. Parce qu'en fait, les gens qui animent des groupes, eh bien, ils veulent pas que leur groupe soit un panneau d'affichage de tous les prestataires de services qui veulent afficher leur publicité. Donc, il faut faire attention à ne pas contrevenir à ces réglementations, à ces principes qui sont définis par les organisateurs et les administrateurs des groupes. Et enfin, troisième élément, il y a la publicité. Et là, la publicité, ça a un coût, encore une fois, et ce n'est pas que le coût de la pub, c'est le coût du prestataire de service qui va aussi vous accompagner pour que votre pub donne des résultats. Et encore une fois, ne faites pas de la pub pour voir, et puis après, vous allez être déçu, donc vous allez arrêter, alors qu'en fait, c'est peut-être pas la pub qui est la façon dont c'est peut-être pas la pub que vous avez faite qui est pas bonne, c'est la méthode que vous avez exploitée. Qui utilise LinkedIn et pourquoi faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, il faut y être. Que vous soyez actif après ou pas, c'est autre chose, mais il faut y être parce que le réflexe que l'on a aujourd'hui, quand on veut connaître quelqu'un dans le monde du travail, ben, on va googler son nom, c'est-à-dire qu'on va taper son nom et son prénom. Alors, si c'est un prénom, un nom comme Jean Dupont qui est très répandu ou supposé très répandu, eh bien, ce ne sera pas facile d'identifier la bonne personne. Par contre, pour la majorité d'entre nous, quand on tape notre identité, ben, le premier résultat qu'on tombe, ben, c'est votre profil LinkedIn, en fait. D'accord ? Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, il y a en France 19 millions de personnes qui sont sur LinkedIn, c'est-à-dire plus de 70% de la population en âge de travailler. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment y être. Pourquoi il faut y être? Parce que si vous n'y êtes pas, ben, les gens vont se poser la question, tiens, comment ça se fait? Ils cherchent à être discrets. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de qualité, hein, n'interprétez pas mon propos, mais tout simplement, il faut se rendre visible parce que c'est indispensable. Ensuite, LinkedIn peut être le moyen tout simplement de partager votre expertise. Maintenant, comme on est de plus en plus nombreux sur LinkedIn, ça devient de plus en plus difficile de sortir du lot, c'est évident. Hein. Quand on est 10 et qu'on est 1 sur 10, c'est facile de sortir du lot. Quand on est 1 sur 10 000, ça devient plus difficile. LinkedIn est un moyen très utile pour le recrutement. Soit pour chasser des gens que vous voudriez, des profils que vous voudriez recruter, soit pour publier des offres d'emploi, et là, c'est payant aussi. Alors, je vais vous montrer le principe de la viralité de ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire je vais publier un article et puis les gens qui sont autour de moi vont publier. Donc, je suis auteur d'un article, alors ça peut être dans le cercle Les Échos, ça peut être dans le blog de LinkedIn, ça peut être dans son propre blog. Je vais publier un article dans lequel je vais défendre une nouvelle technologie de climatisation et donc je le partage sur mon réseau. Dans mon réseau, j'ai un certain nombre de personnes, alors on va dire 500, pour donner un chiffre de façon totalement arbitraire. Et parmi les 500 membres de mon réseau qui voient ce que je publie ou qui peuvent potentiellement le voir, ben, il y en a 4, 5, 7 qui vont faire un like ou un commentaire ou partager l'article que j'ai publié et rendu visible sur LinkedIn. Eh bien, c'est 7 personnes qui vont elles-mêmes partager votre article, eh bien, elles vont le repartager. Et en le repartageant, eh bien, elles vont élargir le cercle de votre visibilité. Et c'est ça l'intérêt des réseaux sociaux. C'est pas seulement d'aller chasser le client.
parce que ça, c'est alors, petite parenthèse, sur LinkedIn notamment, ne faites surtout pas de démarche commerciale frontale. Ça, les gens détestent ça. Et mettez-vous à leur place. Si vous avez un assureur qui vient vous inviter en vous disant « j'aimerais bien vous parler de mes assurances, de mes contrats d'assurance », vous avez le premier réflexe, c'est de dire « non, je ne veux pas accepter cette invitation ». Parce que moi, ce que je veux, c'est établir, c'est construire un réseau de relations de qualité, de gens qui peuvent m'aider, qui peuvent répondre à mes questions, même si ça, c'est moins évident sur LinkedIn que ça ne l'est sur Facebook. En clair, la collaboration sur je pose une question à une communauté pour que les gens m'aident à trouver la réponse à ma question, sur Facebook, c'est très naturel. Sur LinkedIn, étonnamment, en France, ça ne marche pas. Ou ça marche très peu. J'ai ma petite idée là-dessus, mais je ne vais pas le développer parce que ce serait un peu trop long, mais notez bien que Facebook est plus favorable à ce type de relations, de questions que l'on peut poser pour y avoir des réponses. Donc, ce phénomène de viralité va faire que il y a des gens qui vont vous donner de la visibilité alors que vous les connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Et puis, eux-mêmes, ils sont en relation avec des gens qui peuvent devenir vos clients, en fait. C'est ça l'intérêt des réseaux sociaux. Mais pour pouvoir être visible, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut publier. Et c'est ça, le fait de publier prend du temps. Alors, quand je dis publier, encore une fois, c'est articles, vidéos, infographie, webinaire, éventuellement, je vais revenir sur les webinaires, podcast, enfin, il y a différents moyens marketing. Les plus connus, c'est la vidéo et les articles, les rédactionnels. Donc, n'hésitez pas à le faire, mais encore une fois, ça prend du temps. Alors, comprendre les algorithmes des réseaux sociaux. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, par exemple, quand vous publiez un article, quand vous publiez une information, quand vous publiez un post sur un réseau social comme LinkedIn, eh bien, la façon dont votre public va réagir dans la première heure va contribuer à à faire que l'algorithme de LinkedIn va rendre votre article plus visible ou pas. Parce que quand vous regardez votre fil d'actualité LinkedIn ou Facebook, d'ailleurs, c'est pareil, eh bien, les articles, ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, ils sont de l'article le plus pertinent ou moins pertinent. Parce qu'il ne faut pas oublier que le principe de la publicité, ça fait longtemps que la publicité existe, hein, dans la presse papier, dans la presse radio, dans la presse télévision, des médias en général et des réseaux sociaux, c'est de vous prendre du temps de cerveau disponible. N'oubliez jamais ça. C'est de faire en sorte qu'en lisant les articles, votre fil d'actualité, vous trouviez des choses intéressantes qui fait que vous allez rester scotché sur votre fil d'actualité, puis de temps en temps, vous allez bouffer une pub. C'est vraiment ça le principe. Donc, il faut bien le garder en mémoire. Je suis un grand défenseur. Je trouve que les réseaux sociaux sont des trucs géniaux. Ils ont aussi des défauts, mais faut faire attention à ne pas se faire prendre trop de temps de cerveau disponible. Hein. C'est un élément important. Donc, les algorithmes des réseaux sociaux, ils ont pour mécanique de faire que ce que vous allez voir dans votre fil d'actualité vont être des contenus qui vont vous intéresser, tout simplement parce que ces algorithmes, ils ont analysé que vous vous intéressiez à tel sujet, que vous vous connectiez plutôt le matin que le soir, enfin, que sais-je encore. C'est une mécanique extrêmement sophistiquée et vous ne pouvez pas vous imaginer non pas le mal, mais la perversité de la machine numérique. Il faut vraiment en avoir conscience. Mais on peut en tirer avantage et c'est ce que je vous explique. Donc, le règne du hashtag. Alors là, je parle, Philippe, pour la communauté des adhérents de ton syndicat, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis moi-même membre d'un syndicat qui est la Fédération Sinov et je suis administrateur au sein de la Fédération Sinov, à la fois du syndicat du numérique et du syndicat et de la branche Île-de-France. Donc, je connais très bien cette problématique du chasser en meute. Et c'est parce qu'on chasse en meute, en collectif, qu'on va se rendre collectivement visible. Et quand on se rend collectivement visible, on en tire individuellement des avantages. Et le meilleur moyen de pouvoir se rendre collectivement visible, eh bien, c'est que quand vous publiez un article, un post qui concerne votre communauté, votre domaine métier, eh bien, mettez le hashtag AICVF Île-de-France, par exemple. D'accord ? Comme ça, quand on va cliquer sur le hashtag AICVF, eh bien, on va voir toutes les publications qui sont publiées par des gens qui se réfèrent à AICVF. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les hashtags. Je sais que ce n'est pas un principe très bien compris, mais il faut savoir que c'est super important. Moi, quand je publie un article, malheureusement, mes confrères Sinov, ils n'ont pas percuté à la vitesse à laquelle j'aurais souhaité qu'ils percutassent.
J'ai mis un hashtag Sinov Île-de-France. À chaque fois que je publie quelque chose qui concerne ma communauté Sinov Île-de-France, je mets mon hashtag. Et en fait, vous cliquez dessus et vous avez toutes les actualités. Malheureusement, je suis le seul à mettre ce hashtag, ou quasiment le seul. Mais en tous les cas, ça, c'est une culture qu'il faut avoir au niveau syndical, c'est se créer son hashtag. Alors justement, est-ce que j'ai une question de Jean-Marie qui est pertinente, qui disait justement, est-ce que pour les associations comme les nôtres, donc c'est vrai que la ICVF est une association et pas une organisation professionnelle, est-ce que donc ces réseaux sociaux peuvent justement aider à promouvoir l'image de marque et à développer l'association au sein du réseau de la filière, voire au-delà? Oui, absolument, absolument. Et non seulement ils peuvent, mais il faut investir dessus. Et il faut investir vite. Parce que c'est le meilleur moyen. Alors, je voulais vous donner, je vais anticiper, je vais vous montrer un cas appliqué pour répondre à cette question. Donc, je vais aller vous montrer la page d'une association professionnelle qui s'appelle Resto France Expert. Resto France Expert. Alors, je les ai accompagnés pour les aider à développer leur visibilité. Et vous allez voir, là, c'est vraiment un cas flagrant. J'ai fait une faute de frappe ou quoi? Ah oui, important pour moi. Voilà, donc je vais me mettre en tant que membre. Là, je suis sur Resto France Expert. Et en fait, Resto France Expert, c'est une association qui a été créée il y a un petit peu plus d'1 an, qui compte une centaine d'adhérents. Et ces 100 adhérents sont présidés par un monsieur qui s'appelle Marc Grandmougin, qui n'est absolument pas un geek. D'accord? Alors, il est vraiment pas présent sur les réseaux sociaux, mais il a une qualité énorme, c'est qu'il a compris que c'était important. Et il ne sait pas comment faire, mais il a su déléguer et mettre en place une organisation au sein de son association entre le bureau et le conseil d'administration, où ils ont vraiment été à fond sur LinkedIn, parce que c'est là que se trouve leur cible. Donc, Resto France Expert, ce sont 2 communautés. Ce sont les industriels qui fabriquent les équipements pour les cuisines collectives, que ce soit les restaurants d'école, les restaurants d'entreprise, et puis les restaurants, bars, brasseries et autres, et puis les bureaux d'études. Donc, on est un peu dans un métier domaine similaire au vôtre. Peut-être même d'ailleurs que certains d'entre vous les connaissent, puisque dans la restauration, il y a de la climatisation, il y a de la ventilation, enfin, tous ces métiers sont connexes. Et en fait, ils ont développé une stratégie. Alors, je vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais typiquement, vous voyez, ils sont dans un domaine qui c'est vraiment une cible, c'est vraiment une niche de marché, hein, le Resto France Expert, hein, la restauration collective. Ils ne sont que 100 et ils ont déjà en 4 mois 304 abonnés à leur compte. Et ils sont vus régulièrement. Et je vais vous montrer voilà, je vais vous montrer les statistiques et vous allez voir la progression. C'est assez phénoménal. Donc, tout ce que je vous montre là, ce sont des fonctions que donne LinkedIn sur la progression que l'on peut avoir quand on anime une page entreprise. Alors, je vais prendre sur un spectre de 6 mois. Voilà, donc en fait, ils ont alors ça c'est le nombre de fois où ils sont vus dans le mois, d'accord? Ici, on voit quelle est la population par zone géographique, et là, on voit quelles sont les entreprises concurrentes quels sont leurs concurrents ou confrères, en fait. Et là, vous voyez, ils sont en tête de liste, ça veut dire qu'ils ont le leadership, en fait. Ils ont pris le leadership en 4 mois, mais ils ont eu une démarche très volontariste, d'accord? Je vais prendre une autre statistique, le nombre de visiteurs, pareil, sur 6 mois, où est la période de 6 mois, toc, toc. Voilà. Et là, on voit, alors c'est le nombre de nouveaux abonnés, c'est le nombre de nouveaux abonnés. Donc, en fonction d'un mois sur l'autre, eh bien, la progression fait qu'on arrive, si on fait le cumul de chaque mois, hein, eh bien, on arrive au total de 300, c'est le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, 360. Si on regarde au niveau de l'activité, ben là, on a l'historique de tous les posts qui sont publiés, likés, commentés. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la façon dont il faut le mettre en œuvre, mais sincèrement, cette association professionnelle, elle cadre parfaitement, elle est très similaire à ce que vous pourriez faire en termes de visibilité collective. Et puisqu'en fait, ils servent l'intérêt collectif de leurs adhérents, eh bien, chaque adhérent qui est actif dans le périmètre de Resto France Expert, eh bien, il est plus visible que les autres. Et ça, c'est un moyen, en plus, de défendre son métier, accessoirement. Hein.
Est-ce que j'ai bien répondu à la question, Philippe? Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Je vais continuer sur ma présentation. Donc, j'ai anticipé par rapport à un autre slide, mais c'est pas grave. Vous aviez posé la question, donc j'y réponds. Trouver ses futurs clients. Alors, pareil, là, je vais vous montrer sur. J'arrive à 3 minutes de l'heure fatidique de 19 heures. Je prolongerai pour ceux. Je me permettrai de prolonger d'un quart d'heure pour ceux qui peuvent, pour vous montrer quelques fonctions sur LinkedIn. Donc là, je vais retourner sur LinkedIn. Donc, par exemple, je recherche les architectes sur la région de Lyon. D'accord? Donc, je vais faire une recherche, tout simplement. Je vais mettre le mot architecte. Et là, il va me trouver, donc je vais sélectionner personne, sous-entendu par entreprise. Et là, il me trouve 1 640 000 résultats. Je vais lui dire au niveau du lieu, c'est Lyon qui m'intéresse. Région de Lyon, appliqué. Et là, je passe de 1 600 000 à 908 000. Mais le problème, c'est que dans architecte, il y a des architectes informatiques, en fait, dans les infrastructures informatiques. Donc, il faut que j'affine. Donc, je vais aller affiner en disant afficher sur tous les filtres et je vais rajouter d'autres filtres. Et je vais rajouter comme filtre le mot architecte dans le titre, ici, architecte. Et je vais rajouter, où est-ce que c'est secteur, architecture et urbanisme. D'accord? Donc vous avez vu, j'ai 4-5 critères là, hein, et je vais trouver 2300 architectes. Et maintenant, je vais trouver tous ceux qui ne sont pas en réseau avec moi. Donc je vais prendre relations. Donc si je prends les relations de premier niveau, sous-entendu les gens avec lesquels je suis en contact, bon là j'en trouve un. En fait, il se trouve que Jean-Michel Voulkov est le président de l'UNSA, qui est le syndicat des architectes à titre indicatif. Et là, je vais prendre deuxième niveau, c'est-à-dire les gens de deuxième rang, c'est-à-dire le réseau de mon réseau, les contacts de mes contacts. J'applique. Et là, je trouve 331 résultats. Et qu'est-ce que je veux faire si je veux adresser la cible des architectes? Eh bien, je vais les inviter pour qu'on se mette en relation. De façon, tout simplement, à ce que je puisse avoir plus d'informations sur ce qu'ils font sur LinkedIn que si je n'étais pas en relation avec eux. Et la première chose que l'on peut voir, alors je vais aller voir le profil de Philippe. Donc là, vous avez vu la fonction de recherche, et c'est sur un service gratuit. Hein. Je ne vous parle pas de compte payant là, hein. Je vous parle d'un service gratuit. Je vais aller voir le compte de Philippe. Donc, bien évidemment, on est en relation. Quand je vais cliquer sur coordonnées, eh bien ici, je vais voir typiquement son adresse mail, alors que si je n'avais pas été en relation avec lui, je ne pourrais pas voir son adresse mail. D'accord? Donc ça, c'est une fonction pour faciliter la mise en relation, mais quand je vais me mettre en relation avec quelqu'un, je ne vais surtout pas être dans une démarche commerciale. LinkedIn est vraiment un outil absolument génial, sans même avoir besoin de payer. Alors ça, plus si vous utilisez les fonctions payantes, ben là, vous avez un enrichissement qui vous permet de travailler beaucoup plus finement. Mais encore une fois, le but, ce qui coûte cher dans LinkedIn, c'est pas de payer l'abonnement de 60 € par mois, c'est d'y consacrer le temps qui va vous permettre d'exploiter les fonctions auxquelles vous avez accès avec vos 60 € par mois. Et là, je peux vous assurer qu'ils sont beaucoup. Les gens qui payent l'abonnement sont peu nombreux à bien exploiter les fonctions enrichies de LinkedIn. Donc la problématique, elle n'est pas de payer les 60 €, elle est d'avoir le temps de bien exploiter LinkedIn. Je reviens sur ma présentation. Alors moi, j'avais une question là concernant, si c'est encore possible, concernant un sceptique qui évoque, comme tu l'as dit en début de webinar, utilisation de Facebook. Alors oui, utiliser Facebook pour éventuellement trouver des jeunes, mais quid d'utiliser Facebook par rapport à des bailleurs sociaux ou des promoteurs? Est-ce que ce n'est pas plutôt une approche privée? Et donc, et quel est le risque aussi d'utiliser Facebook si on a des salariés qui derrière vont se raccrocher au compte Facebook de l'entreprise et par rapport à leur compte personnel? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi là-dessus de dérive ou d'avoir un amalgame entre vie privée et vie publique? C'est quoi les conseils? Alors, première chose importante, c'est que l'entreprise n'a pas autorité sur les salariés pour leur demander d'utiliser les réseaux sociaux de telle façon ou de telle façon. C'est un choix personnel. Maintenant, le risque, c'est que quand votre entreprise est visible sur LinkedIn ou sur Facebook et que vos salariés sont donc visibles sur LinkedIn et sur Facebook,
et que en plus elle est visible de façon positive, ben, c'est sûr que ça va attirer les chasseurs et les débaucheurs de toute nature. Donc c'est le jeu, hein, c'est le principe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'entreprise, elle ait une stratégie pour conserver ses salariés et surtout les meilleurs en plus. Donc là, on n'est plus dans les réseaux sociaux. En tous les cas, l'entreprise ne peut pas ne peut pas interférer, ne peut pas avoir une attitude, enfin, n'a pas autorité sur ses salariés pour leur demander d'utiliser ou pas. Elle peut être force d'entraînement, c'est-à-dire que par sa dynamique, elle peut entraîner un certain nombre de salariés. Mais vous pouvez, dans toute entreprise, vous aurez des salariés qui vont dire, moi, il va y avoir deux questions que je fasse sur Facebook. Et on ne peut pas leur reprocher. C'est un choix personnel et il faut respecter ses choix personnels. Maintenant, si vous avez les premiers ambassadeurs de l'entreprise, ce sont les salariés. Donc, si ce sont vos salariés qui parlent en bien de votre entreprise, ben c'est jackpot, vous avez tout gagné. Hein. Mais c'est à vous de les entraîner. Et les entreprises qui se sont plantées, c'est les entreprises qui ont essayé de mettre au point des stratégies digital marketing en demandant aux employés suivez-moi, suivez-moi, likez-moi, likez-moi. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est que les gens y aillent un peu avec. Il faut qu'il y ait de l'émotion en fait. On parle de plus en plus de l'importance de l'émotion sur les réseaux sociaux, mais sincèrement, c'est ça qui fait réagir les gens. Alors, je ne vous dis pas que les réactions sont toujours de nature positive, j'en suis bien conscient, mais je crois que, enfin, je suis convaincu que les entreprises ont intérêt, les chefs d'entreprise ont intérêt à être des vecteurs d'entraînement. Je vous parlais tout à l'heure de Marc Grandbougin de Resto France Expert. Lui, il n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Enfin, il y est présent, mais il n'est pas du tout actif. Mais il a la capacité à entraîner les autres dans les conseils d'administration, dans les événements qu'il organise. Il prend les initiatives qui vont bien. Donc, c'est pas nécessairement. Faut pas être geek nécessairement pour entraîner l'équipe. Hein. D'accord. Là, il y a elle qui pose une question sur la différence entre un post et un article. Alors, partage d'écran. Boum. Boum, boum, je reviens sur LinkedIn. Donc, quand vous êtes dans votre fil d'actualité, d'accord, donc là, je suis dans mon fil d'actualité. Donc, je vous rappelle que les articles qui apparaissent dans mon fil d'actualité sont liés avec les gens avec lesquels je suis en relation sur LinkedIn et ils sont classés par pertinence, par rapport à ce qui m'intéresse. Et ici, vous voyez, j'ai une petite flèche. Quand je clique dessus, je peux lui demander de classer par récent, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique. Mais si je mets par l'ordre chronologique et je change de page, il va me le remettre par pertinence au moment où je reviendrai dessus. Je ferme cette parenthèse pour répondre à la question que vous me posez. Un post, en fait, c'est que je vais cliquer là et puis je vais faire mon petit blabla. Qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela? Généralement, ce que font beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, ils se contentent de relier un article qu'ils ont lu quelque part et ils le partagent sur LinkedIn. D'accord? En l'occurrence, là, mon confrère Jean-Philippe Cunier, eh bien, il a écrit un article. Il a posé une question, ça y est, j'ai trouvé comment avoir l'air beaucoup plus humain face à mes clients en ce moment. Et puis, il a mis voilà, une vidéo. D'accord Et puis derrière, il y a eu des commentaires. Donc ça, c'est un post. Alors, dans un post, on peut mettre du texte, de l'image et de la vidéo ou des documents, des pièces jointes. Quand on écrit un article, vous voyez ici, il est marqué « écrire un article ». Si vous cliquez là, vous allez dans le blog LinkedIn. Et là, vous allez écrire un article. Ce n'est pas du tout un post. Après, cet article, vous pouvez le relier dans un post. Mais là, on est vraiment dans le blog LinkedIn. Et ça, c'est gratuit. Et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais faites attention, encore une fois, la qualité du contenu est déterminante par rapport pour pouvoir vous donner de la visibilité. Et plus ce que vous allez dire va intéresser les gens, plus ils vont liker, plus ils vont commenter, et plus ils vont liker, plus ils vont commenter, plus le réseau social, en l'occurrence LinkedIn, va donner de la visibilité à votre article. Alors, je vais vous en montrer un en retournant dans posts et activités. Donc là, je suis en train de regarder mes posts et activités. Accessoirement, je tiens à souligner que les posts et activités d'une personne sur un réseau social en disent beaucoup plus sur sa personnalité que son profil. Il faut bien retenir ça. Donc, je vais cliquer sur article. Donc là, je ne vais sélectionner que les articles que j'ai écrits. Je vais en prendre un qui a eu une belle visibilité. Voilà, infobésité et data dictature. Donc là, j'ai écrit un article. Donc voilà, j'ai mis des photos sur j'ai assisté à une conférence, pour être simple, sur laquelle un des intervenants, Frédéric Bascunada, a eu un propos très pertinent. Je l'ai enregistré parce que j'enregistre les conférences avec mon magnétophone portable, et j'ai complètement retracé sa conclusion
avec son accord bien évidemment. Il a été très content que je lui fasse sa pub. Et derrière, comme son propos était très pertinent, eh bien, il a été largement liké et partagé. Et là, si je reprends, il date déjà un petit peu, mais il a été, euh, liké 290 fois. Il y a eu 25 commentaires et 77 partages. Inutile de vous dire que ça m'a donné une énorme visibilité en fait. Alors que j'étais pas du tout l'intervenant. J'ai simplement été l'ambassadeur de Frédéric Bascunana. D'accord? Donc voilà la différence qu'il y a entre un post, un petit bout d'article, hein, c'est limité à 1300 caractères, je crois d'ailleurs, un post sur LinkedIn, et puis le fait d'écrire un article à part entière. Alors ce que l'on voit beaucoup quand on parle des posts, là vous voyez par exemple, non, ça, attendez, je ne dis pas de bêtises. Non, alors là vous voyez, Cashcam, 499 abonnés, post sponsorisé, ça c'est de la pub. D'accord? Ça saute pas aux yeux. Il faut vraiment avoir le réflexe de le regarder. Voilà. Ici, typiquement, non, ce n'est pas un bon exemple. Voilà. Alain Garnier a publié un post et en fait, c'est un article il a relayé un article qu'il a en fait publié il avait écrit un article sur l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle. D'accord? Les marketeurs sont très forts. Alain Garnier est un mec génial. Il a une démarche marketing extraordinaire. Il fait un commentaire sur l'actualité liée à sa spécialité, donc l'informatique, tous les vendredis à 15h. 5 minutes de vidéo. Et c'est toujours très pertinent. Et c'est super simple. La vidéo, elle n'est pas sophistiquée avec des trucs qui clignotent partout, mais le fond de ce qu'il raconte est vraiment de très bonne qualité. Et s'il y a un modèle à suivre, s'il y a un modèle qui peut servir d'exemple, je vous recommande de suivre Alain Garnier. Donc, quand vous allez sur son profil, parce que vous n'avez peut-être pas tous l'invité, quand vous voyez son profil, là, vous faites plus et vous dites suivre. Alors, moi, je le suis, donc je ne plus suivre, mais vous mettez suivre. Donc, vous verrez ce qu'il publie, mais sans avoir besoin de demander à rentrer en relation avec lui. Parce qu'accessoirement, sur un réseau social comme LinkedIn, soyez sélectif sur les personnes que vous invitez dans votre réseau. Il faut qu'ils soient liés à votre business. D'accord? Faites attention à ne pas inviter la planète entière. Y a-t-il d'autres questions, Philippe? Oui, j'avais une autre question en fait concernant justement un sacré dilemme par rapport à ce que tu nous as développé. C'est Michael qui pose la question. Comment aborder un prospect sur LinkedIn pour un rendez-vous si nous ne devons pas faire une démarche trop commerciale? Voilà. Là, j'ai Emmanuel Camus, directeur financier à temps partagé. Potentiellement, il a un profil qui peut devenir client de consommateur de mes formations. Là, je lui ai envoyé l'invitation que je lui ai envoyée personnalisée, c'est Emmanuel, ou bonjour, grâce à notre amie commune Elisabeth, au plaisir de t'inviter à nous LinkedIn. Alors, en plus, on pouvait se tutoyer parce qu'on fait partie de la même communauté, mais oui, et là, j'ai établi une relation avec lui. Il l'a accepté. Et j'ai donc accès à ses coordonnées. Et comme j'ai accès à ses coordonnées, je peux lui envoyer des mailings de mes mailings. Ou je peux tout simplement lui envoyer une autre information en relation avec son domaine d'activité. Alors souvent, on a aussi des gens qui rentrent en contact avec nous et qui après nous proposent des services en disant voilà, je vois que vous êtes dans tel domaine ou vous avez publié sur tel blog. Est-ce que je trouve ça pertinent qu'éventuellement on échange ensemble? Est-ce que du coup tu déconseilles ce type de démarche? Il faut être naturel en fait. Il faut être naturel, il faut être authentique, il ne faut pas essayer de tricher. Oui, alors j'en prends un autre là. Pareil, je lui fais la même invitation suite à notre rencontre sur le webinaire Zoom, LinkedIn, peu importe. Et là, je lui ai envoyé parce qu'il avait un profil qui m'intéressait. Ta spécialité journaliste m'intéresse, ou plutôt les sujets journalistes et médias m'intéressent. Donc, j'ai commencé à construire une relation, d'accord? Et en fait, tous ces gens-là, ils vont peut-être pas devenir mes clients, mais ils peuvent devenir mes ambassadeurs. En fait, si vous voulez, je rentre en relation avec quelqu'un, je vais voir son profil, puis je m'aperçois que la personne s'intéresse, par exemple, à Facebook, et bien je vais aller partager avec elle un article de mon blog en lui disant, ben voilà ce que je pense de Facebook, la façon dont il faut agir et utiliser Facebook, et en fait, ça va créer un lien. Et à un moment, souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes me posent des questions, en fait. Elles me disent, ouais, c'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce que vous pourriez me dire comment faire ceci ou comment faire cela? Et là, on commence à construire, en fait. Et puis, si à un moment, elle a besoin de mes services, je lui dis, mais est-ce que vous n'auriez pas besoin de suivre une formation Outlook? Et à supposer qu'elle me parle d'Outlook, et je vais lui envoyer le lien qui va lui permettre d'aller voir mon programme de formation Outlook. On est dans le conseil, en fait. Faut créer le contexte, faut créer l'échange qui va vous permettre
de faire que les gens vont révéler un intérêt pour ce que vous faites. Mais bien évidemment, avant, vous avez ciblé, vous avez défini une stratégie. Alors, c'est là que le compte payant est intéressant avec LinkedIn, c'est que quand vous avez un compte Sales Navigator, là, vous pouvez suivre les gens par rapport à ce qu'ils disent. Et là, vous voyez, j'ai défini des alertes qui fait que je peux voir les gens que je cible, qu'est-ce qu'ils racontent sur Internet, sur LinkedIn, et je vais aller rebondir sur ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que je vais prendre la parole par rapport à eux. Et encore une fois, c'est pas du frontal. Hein. Ça, c'est clairement pas le frontal qu'il faut faire. Mais il faut trouver le moyen. Alors, c'est un peu court là sur le webinaire pour que je vous explique toutes ces subtilités. Mais en fait, c'est comme quand on est dans un bistrot. Vous discutez avec quelqu'un, vous lui dites qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je suis pâtissier, spécialiste du chocolat. Ah ouais, ça m'intéresse. Elle est où votre pâtisserie? C'est comme ça que les choses se font. Bien sur LinkedIn, c'est pareil. Sur Facebook, c'est pareil. Quand on est dans une démarche commerciale frontale, on n'a pas envie d'aller vers les gens, en fait. Du coup, le conseil que tu peux donner justement aux 35 personnes là, qui ont été ce soir devant le webinaire, quelque part, ils sont au démarrage où ils ont très peu ils n'ont pas développé de blog, ils n'ont pas forcément écrit d'articles. C'est quoi en fait le bon démarrage pour pouvoir éventuellement faire un petit peu de commerce ou de mise en relation avec de potentiels clients? On ne fait pas de commerce tant qu'on n'a pas développé toute une panoplie d'outils de type blog et articles. Alors, c'est pas de panoplie parce que c'est pas parce que vous avez, il faut pas avoir un blog pour pouvoir développer une stratégie. Il faut mettre au point une stratégie en se disant combien de temps je peux consacrer au digital marketing, LinkedIn, Facebook ou autre. Combien de temps je peux consacrer par jour pour pouvoir essayer de me rendre visible. Est-ce que c'est un quart d'heure par jour? Pour moi, c'est le bon timing minimum, c'est un quart d'heure par jour. Et puis, un quart d'heure par jour, mais il faut savoir pourquoi faire derrière. Hein, c'est-à-dire aller lire son fil d'actualité, éventuellement prendre la parole, donner son point de vue quand quelqu'un ouvre un débat. Et tout ça, c'est en pratiquant que vous allez apprendre. Donc, n'hésitez pas, jetez-vous à l'eau. Si vous voulez apprendre la musique, il faut déjà commencer par acheter un instrument, donc créer son compte sur LinkedIn, et puis derrière, il faut faire des gammes, il faut jouer. C'est-à-dire, allez-y, faites des petits likes, regardez ce que racontent les uns, donnez vos avis. Puis vous verrez, les choses se font naturellement en fait. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez affûter votre propos, plus vous allez affûter votre attitude, plus vous allez devenir visible. Alors, il y en a qui sont champions de toute catégorie, c'est des spécialistes qui sont vraiment hyper spécialistes de LinkedIn. Alors eux, ils font des posts en volume incroyable, mais vous basez pas sur ces gens-là parce qu'ils sont pas dans le même métier que vous. Vous êtes dans un métier technique spécial, qui est je vais pas dire une niche de marché, mais adressez votre cible. Et le premier réflexe des deux, alors si je peux vous donner une feuille de route, ayez un bon profil, documentez correctement votre profil LinkedIn. 2, ouvrez votre page entreprise si c'est possible, mais maintenant la page entreprise, il faut l'animer. Donc si vous n'avez pas de quoi l'animer, c'est pas la peine de perdre votre temps avec la page entreprise. Une page entreprise, en fait, à partir du moment où vous avez 10 salariés, 10 salariés dans un bureau d'études, il faut une page entreprise. Et prenez le temps d'aller passer une dizaine de minutes chaque jour sur LinkedIn. Alors, si vous loupez une journée, c'est pas grave, hein, mais allez voir ce qui se dit et essayez de prendre la parole. Et quand vous avez quelque chose à dire, dites-le. Mais attention, sur LinkedIn, on n'est pas sur Facebook, c'est-à-dire qu'on est entre professionnels, donc on a une image de marque à défendre, tant pour soi que pour son entreprise. D'accord. Alors là, ça rejoint aussi une autre question que j'avais, c'est-à-dire est-ce que quelque part mettre les doigts dans ce type de démarche, alors qu'on a en tant que chef d'entreprise la gestion de la production, du commerce, est-ce que c'est pas un nouveau métier? Est-ce qu'on met pas les doigts dans un système qui va potentiellement nous dépasser? Et quelque part aussi, la notion de blog, ça amène aussi des questions-réponses, ça amène aussi des problématiques de remise en cause ou de mise en cause. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que réellement c'est un métier adapté à notre métier? Est-ce que c'est un boulot adapté à notre métier et ça va réellement amener du business à l'entreprise? Alors, question très pertinente. Je comprends complètement ce point de vue. J'ai pas que ça à faire et j'ai tellement d'autres choses à faire en tant que chef d'entreprise parce qu'on sait très bien que les chefs d'entreprise, ils sont 35 heures de sommeil par semaine. Mais le temps nous est compté. Donc,
moi, je pense que la stratégie que vous avez développée tout à l'heure, Resto France Expert, est une très bonne stratégie où le collectif va permettre d'être puissant sans devoir être trop chronophage pour chacun. Mais dans une stratégie comme celle-là, il faut qu'il y ait des leaders. Et les leaders, ils vont consacrer un peu plus d'énergie que les autres. Mais comme ils seront un peu plus actifs que les autres, ben, ils seront plus visibles que les autres. Donc, ils auront une rançon, non pas une rançon, ils auront un retour positif de leur investissement en temps. Je pense que dans des, je ne sais pas quelle est la répartition en taille d'entreprise des adhérents de votre association, mais je pense que développer votre visibilité collectivement via la page, via l'animation d'une page liée autour de vos métiers, que ce soit via votre association, de préférence via votre association ou de toute autre structure, c'est le meilleur moyen de faire que vous allez être collectivement visible et que ceux qui seront plus actifs que les autres auront plus de visibilité que ceux qui le sont moins. Mais ça, c'est la règle du jeu, en fait. Hein. C'est le principe. Maintenant, si vous vouliez y être tout seul comme je le suis présentement, moi c'est mon métier, donc c'est normal que j'y passe 2 heures par jour sur LinkedIn, mais c'est pas votre job. Et c'est pour ça que le faire en mode collectif, et là la mission, Philippe, je te repasse le bâton, le relais, il y a vraiment du grain à moudre. Hein. Et on en parlait en tête à tête tous les deux par rapport à toutes ces publicités sur le 1%, l'isolation thermique, €1, là, tous ces trucs-là. C'est là que des professionnels doivent prendre la parole pour que les gens ne soient pas les gogos de ce genre de commerce. D'ailleurs, on va lancer le hashtag éco-délinquant. On va essayer de développer toute une démarche pour éventuellement montrer en fait la différence des professionnels de qualité tels que peut représenter en fait les membres ICBF. Alors oui, là je viens de faire, attendez, non vous ne voyez pas parce que je ne partage pas mon écran, je vais tout de suite le repartager. Je suis en train de faire sur LinkedIn la recherche avec, vous voyez mon écran là? Oui. Ok. Là je suis en train de faire la recherche avec le fameux dièse, hashtag éco-délinquant. Hit return, entrée. Donc là j'ai le hashtag qui s'affiche, je clique dessus et je vois tous les articles qui parlent, alors tous, il n'y en a que 2, donc vous voyez, il n'y a quasiment pas de visibilité. Hein. Il n'y a que la fédération BTP Pyrénées-Atlantiques qui a mis dans son article, là, vous voyez, il a marqué éco-délinquant, FFBTP 64. Donc, si je clique sur FFBTP 64, crac, je vais voir tous les articles qu'ils ont publiés. Donc, ils sont en train de défendre leur communauté. J'espère que cet exemple appliqué vous permet de comprendre l'intérêt des hashtags. Hein. Donc là, si moi je veux publier un article, je n'ai pas besoin de leur demander est-ce que je peux utiliser votre hashtag. Je mets leur hashtag et je leur donne de la visibilité. Je suis leur ambassadeur. Ok. Je vais quand même me précipiter, si je puis dire, pour conclure. Vous voyez bien mon écran webinaire. Oui. Donc, un des moyens importants qu'ont des communautés comme les nôtres, que ce soit Sinov, que ce soit ICVF ou FFB ou MEDEF ou CPME, qui vous voulez, les webinaires sont une machine de guerre extraordinaire pour faire vivre sa communauté et donner de la visibilité à sa communauté. Et n'ayez pas peur de vous jeter à l'eau, parce que comme toute chose, il y a un moment où il faut commencer. Et quand on fait sa première vidéo, eh ben, elle est pas terrible. La 10e sera meilleure. Pour les webinaires, c'est pareil. C'est pareil quand vous avez fait des rédactions dans votre enfance. La première était nulle et puis la 10e était meilleure, même si on avait des affinités plus ou moins fortes avec le français. Personnellement, j'avais horreur du français quand j'étais gamin. Aujourd'hui, je souffre de ne pas pouvoir écrire autant que je voudrais mes articles sur mon blog. Vous voyez, comme quoi tout change. Je ferme la parenthèse. Donc, les webinaires, c'est vraiment un moyen majeur qui n'est pas très chronophage. Hein. Vous voyez celui que j'anime présentement. Et on l'anime à 2 avec Philippe. Faire des webinaires autour de votre métier pour partager vos compétences, votre expertise, vos points de vue, vos analyses, vous rendez service collectivement et mutuellement. Et en plus, si jamais vous faites un webinaire qui adresse le public des consommateurs qui peuvent devenir vos clients, c'est jackpot. Ceux qui vont animer le webinaire, ils vont se rendre plus visibles que les autres. Donc ça, c'est un élément important. Les erreurs à éviter. Alors, les erreurs à éviter, c'est faites attention à ne pas confier le marketing à des lycéens, parce qu'ils n'ont pas le recul, l'expérience des professionnels. Et moi, j'ai toujours souligné
que la prospection téléphonique, si vous la confiez à des retraités, ben, sont 100 fois meilleurs que des petits jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'entre-gens, ils ont la patience, ils ont l'expérience, ils ont le savoir-vivre, ils ont le savoir-être. Et ce sont de nettement meilleurs commerciaux que les petits jeunes qui sont comme des chiens fous. D'accord? Je ne suis pas dans la caricature, hein, entendons-nous bien. Ça ne veut pas dire que les jeunes sont mauvais et que les plus anciens sont 100 fois meilleurs. Mais j'ai constaté que quand une entreprise confie son marketing digital à un petit jeune partant du principe que c'est un geek et qui saura se débrouiller avec les outils, le problème c'est qu'il ne connaît pas la vie de l'entreprise, il n'a pas la fibre de l'entreprise, il n'a pas les tripes, il ne parle pas avec ses tripes, c'est le chef d'entreprise qui parle avec ses tripes. Le management de la communication par silo, c'est-à-dire que chacun dans son coin, et puis on ne fait pas du collectif, eh bien il vaut mieux faire du collectif, vous allez sauvegarder, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'intérêt de chacun au travers du collectif. Alors là, je voulais vous parler du cas appliqué Resto France Expert avec Marc Grandmougin, c'est déjà fait, donc je passe. Ce qu'il faut que vous fassiez, feuille de route, c'est d'installer l'application LinkedIn ou Facebook sur votre smartphone, de façon à ce que chaque fois qu'il se passe quelque chose sur votre réseau LinkedIn, ben vous avez une petite notification qui s'affiche et qui vous indique qu'il se passe quelque chose sur votre réseau, et ce qui vous permet de pouvoir rebondir facilement ou pas. La deuxième chose sur laquelle il faut agir aussi, je vais revenir sur ma page, et ça sera le dernier slide. OK. Donc là, vous voyez ma fenêtre Google Chrome. Et en fait, à chaque fois qu'il va se passer un petit événement sur LinkedIn, vous voyez ici, j'ai mis ce qu'on appelle le plugin, c'est-à-dire une petite extension logicielle de Chrome qui vous donne la visibilité, qui vous met l'indicateur de LinkedIn ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir quelqu'un qui va réagir sur LinkedIn, ben ma notification va s'afficher ici. Voilà, il y a le chiffre 1 qui vient de s'afficher. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose sur mon réseau. Je clique dessus et automatiquement, je vais sur mon réseau LinkedIn et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais voir ce qui c'est. Alors, c'est peut-être l'un d'entre vous qui m'a invité. Vous voyez, là, j'ai ma notification, je vais dessus et je réagis. Et en fait, les réseaux sociaux, il faut avoir la capacité à être en mode réactif en permanence, en fait. La rapidité de réaction est vraiment une qualité importante. Et c'est pas chronophage. Hein. Je tiens à préciser, ce n'est pas chronophage. Même si des professionnels dont le cœur de métier est LinkedIn, ils vont plus que d'autres. Donc, je reviens sur mon PowerPoint. Donc, installez l'application LinkedIn et Facebook si vous utilisez Facebook sur votre smartphone ou Google My Business si vous utilisez Google My Business et installez le plugin sur Google Chrome. J'ai cherché le plugin sur d'autres navigateurs et sincèrement, je ne les ai pas trouvés. Alors, est-ce qu'ils existent ou pas, j'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est qu'il existe sur Google Chrome. J'ai fini ma présentation. Philippe, je te redonne la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Globalement, on n'a pas de nouvelles questions. Les gens commencent à nous dire au revoir et félicitations. Alors, c'est vrai que merci Jean-Philippe pour toute cette démonstration. C'est vrai que ça appelle aussi d'autres questionnements et on voit aussi que quelque part, on l'a vu puisqu'on a essuyé les plates pour cette première à travers le partage du webinar, les outils, etc. On s'aperçoit, j'ai eu pas mal de SMS aussi en me disant les gens n'arrivaient pas à se connecter. Bon, voilà, c'est une première. Il faut le tenter. On fera sûrement mieux la prochaine fois. J'espère que justement cette première vous a plu, que quelque part aussi ça amène aussi un éclairage un peu différent de nos métiers techniques. Que justement aussi l'avantage d'être aussi dans les communautés, c'est aussi de partager ce qui se fait bien dans d'autres secteurs que le nôtre. Donc, voilà, le Sinov, c'est là où on s'est rencontrés, Jean-Philippe. C'était le côté numérique, Sinov bâtiment. Voilà, il y a une interconnexion. On s'aperçoit aussi qu'il y a du numérique dans le bâtiment, donc il y a aussi du potentiel de développement sur d'autres affaires, au-delà des réseaux sociaux. Voilà, je voulais vous remercier pour déjà d'être présent, d'avoir répondu présent, de vous être inscrit, de l'avoir suivi jusqu'au bout, malgré le dépassement d'horaire, j'en suis désolé, mais j'espère que cela vous a plu. Et merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à m'inviter sur LinkedIn et personnalisez votre invitation en me disant suite à votre webinaire ou à ton webinaire, parce que moi, le tutoiement, maintenant, ça fait partie de la règle. Ça ne me dérange absolument pas. Donc, allez-y, invitez-moi sur LinkedIn et on aura plaisir à être en relation. Attends, j'ai quelques questions avant de… Y a-t-il des jours de la semaine plus propices que d'autres pour poster? C'est une question. Oui, il vaut mieux poster à 8 heures du matin, globalement. N'hésitez pas à m'inviter à ce qu'on se mette en relation sur LinkedIn.
Rappelez-moi simplement que c'est dans le cadre du webinaire de ce soir avec la ICVF et j'aurai plaisir à ce qu'on soit en relation. Et si jamais vous avez des questions sur LinkedIn, eh bien, n'hésitez pas à me les poser par la messagerie LinkedIn et je vous répondrai rapidement. Voilà. Merci beaucoup à tous. Philippe, bonne soirée. Et très bonne soirée. Et à bientôt, j'espère. Salut. Au revoir. No sun, does, no sun, 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 no sun, no more, no sun, no new, 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 no sun, no more, no sun.